Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Togo, les élections sénatoriales ont lieu le 15 février prochain. La campagne en vue de ce scrutin qui concerne essentiellement les grands électeurs tire à sa fin. Quelles sont les stratégies du parti UFC Union des forces pour le changement? Je reçois le deuxième vice-président du dit parti de l'opposition togolaise, honorable Ali Puis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir chers internautes. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Effectivement, cette émission sera également mise en ligne où vous pouvez également réagir et poser vos questions éventuelles. Vous êtes aussi ancien député à l'Assemblée nationale. Je vous reçois donc ce jeudi, juste après une rencontre publique que vous aviez organisée ce matin avec justement les candidats de l'UFC pour les sénatoriales. Absolument, c'est le dernier jour de campagne, donc c'est une journée marathon qui a commencé vers 6h ce matin. Et un peu plus tôt, l'activité dont vous parlez, c'est une rencontre que nous avons eue avec nos conseillers municipaux et nos conseillers régionaux, pour auxquels la presse a été conviée, pour qu'on puisse passer les consignes de vote et puis se retrouver une dernière fois avant le grand jour, jour J-2. La presse est également au rendez-vous. Oui, dites-nous, quelles sont justement les circonscriptions de l'UFC? Absolument. Nous sommes présents principalement dans la circonscription de Vaud avec l'ancien ministre Gallet, Agbeviade François. Nous sommes présents dans la circonscription de Golfe avec l'honorable Aoumé Zounou, qui était vice-président de la commission des affaires économiques et finances au Parlement précédent. Nous avons l'honorable Adjoyi Kodjoche dans la circonscription de Lavé. Nous avons l'honorable Afangbeji Sedoufia dans la circonscription de Bamono. Nous avons l'honorable Holou dans la circonscription de Zio. Et enfin, on parlait de journalistes tout à l'heure, monsieur Emmanuel Vivien Tomi, qui est de votre corporation, qui est notre candidat dans la circonscription d'Agouenivé. Donc, comme vous le constatez, sur quasiment tous les candidats, c'est des gens très expérimentés. C'est des gens qui ont été ministres, des gens qui ont été à l'Assemblée, c'est des gens qui savent comment l'État fonctionne, comment un Parlement fonctionne. Et nous espérons que les élections leur seront favorables dans quelques jours. C'est une élection complexe. Des candidats pour l'UFC, selon vous, expérimentés en la matière politique. Mais justement, dites-nous, quels sont pour l'UFC les enjeux des élections électorales à venir? Comme vous le savez, notre parti politique est engagé dans toutes les élections qu'il y a au Togo. C'est-à-dire que nous considérons que lorsqu'il y a une élection, c'est comme un jour de marché. Notre projet de société qui est 2030 Cap sur l'émergence, qui est disponible sur mon site www.alipui.com. C'est notre projet de société. Chaque fois qu'il y a une élection, qu'elle soit municipale, régionale, législative, sénatoriale, ou quelle qu'en soit l'élection, nous allons sur la place du marché pour présenter notre projet de société et recueillir un maximum de voix, un maximum d'adhésion à ce projet-là. Et ensuite, bon, qu'on soit majoritaire ou minoritaire, c'est secondaire. Si on a une plateforme pour continuer à vendre ce projet de société, nous sommes déjà relativement satisfaits. Et donc, ces sénatoriales nous ont permis, pendant la première semaine, de rencontrer les grands électeurs. Il y en a quand même 1527 au niveau municipal et 179 au niveau régional, pour essayer de vendre ce projet-là. Et pendant la seconde semaine, qui est celle-ci, nous les avons rencontrés pour certains, et nous avons également rencontré la presse lundi à notre siège. Et ce matin, nous avons rassemblé nos troupes au siège pour donner les consignes de vote pour l'élection, qui est qu'il faut beaucoup de discipline. Il faut respecter les consignes de vote issues des différents états-majors des partis politiques, parce qu'il y a des alliances électorales qui se nouent. Et donc, la discipline est importante. Et il faut aussi garder en tête que nous mettons la patrie avant les partis. Donc, faire le bon choix. Et faire un choix qui puisse permettre au prochain Sénat d'être un Sénat qui reflète la diversité qu'il y a dans le pays en termes d'opinion. Et que cette diversité se reflète dans les institutions. Et que même les voix minoritaires soient présentes pour apporter un autre son de cloche de façon responsable, parce que le Sénat est une institution quand même pour des gens qui ont une certaine maturité en politique, c'est des gens sérieux, des gens compétents, qui savent ce qu'ils font. Donc, vous voyez la nature même des candidats que nous alignons. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'être présent et d'apporter notre contribution, aussi modeste qu'elle soit comme parti politique,
à l'implémentation de ce régime parlementaire que nous avons contribué à instaurer dans le pays. Après un parcours électoral difficile ces dernières années, la stratégie mise en place, êtes-vous confiant que cette fois-ci, elle vous permettra de rebondir sur la scène politique et justement avoir un nombre conséquent de sénateurs? Bon, écoutez, pour nous, ce n'est pas tellement le nombre qui compte, c'est le poids des idées, parce que c'est un projet de société que nous vendons, c'est comme une marchandise. Si nous avons plusieurs sénateurs, c'est plusieurs personnes qui portent le projet. Si nous n'en avons pas plusieurs... C'est aussi déterminant d'avoir un nombre conséquent de Nous n'aurons pas la majorité. Il y a 39 circonscriptions et nous avons 6 candidats, donc nous ne sommes présents que dans 6. Donc nous, c'est pour avoir une fenêtre, pour que dans cette nouvelle institution, de cette nouvelle république à laquelle nous adhérons, on ait quelques-uns de nos candidats qui puissent porter la voix de l'Ablodé. Et on viendra un peu plus tard sur notre conception de l'Ablodé qui évolue. Parce que quand on dit Ablodé, les gens pensent que nous sommes dans l'ancien schéma des années 60, quelque chose de révolutionnaire. Nous sommes dans une approche d'évolution maintenant. Nous voulons voir ce pays avancer sur le plan économique et social. Et c'est dans cette démarche que s'inscrit l'Ablodé telle que nous la concevons et la défendons maintenant. Donc ce n'est plus dans une approche révolutionnaire, mais plus dans une approche d'évolution. Mais bon, nous y reviendrons un peu plus tard dans Tout à fait. Alors, contrairement donc à d'autres formations politiques qui prônent le boycott, l'UFC refuse cette approche et entend participer activement donc à ce scrutin. Et mais dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment même, à quelques heures de la fin de la campagne et au soir du 15 février, ce week-end, quels résultats aimeriez-vous justement obtenir? Je vais être honnête avec vous. Nous avons eu une campagne électorale qui est difficile. C'est une élection complexe. C'est une élection... En raison de quoi? C'est une élection complexe parce que, vous savez, quand nous allons aux législatives, nous nous adressons à tout le peuple togolais. C'est une élection directe. Là, nous nous adressons à un électorat réduit. Mais on parle de près de 1700 à 1800 électeurs qui, pour la plupart, sont issus de partis politiques, d'autres sont indépendants. Donc, ils ont déjà des consignes, ils ont déjà des idées arrêtées au moment de nous recevoir. Donc, il faut être encore plus convaincant que juste les populations ordinaires. C'est une élection coûteuse dans le sens que c'est une des rares élections pour laquelle il n'y a pas de financement de l'État et c'est l'occasion de poser la doléance en disant que parallélisme des formes, si ça n'a pas été fait, peut-être même si c'est a posteriori que le gouvernement quand même essaie de financer cette élection, parce que c'est aussi pour mettre en place une institution importante, une institution quasi aussi importante que l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas aller faire des élections pour les législatives et avoir du financement public et ne pas en avoir pour les sénatoriales. Les deux chambres vont analyser les mêmes lois. Donc, c'est une doléance, hein, ce n'est pas une exigence. Ça nous aiderait parce que c'est une élection qui nous a coûté beaucoup d'argent. C'est une élection vraiment extrêmement coûteuse. Mais bon, on a fait ce qu'il y avait à faire avec ce qu'on avait. Et donc, la complexité due à la nature du corps électoral, complexité due au coût, parce que pour aller voir, quand vous venez à Takpamé, je fais un meeting, il y a 1000 personnes qui se pointent, je leur parle tous, ensuite les médias relaient. Mais une élection comme celle-ci, on doit aller voir les gens individuellement ou par petits groupes de 2 ou de 3. Et c'est des gens déjà convaincus de quelque chose. Donc, il faut argumenter 2 fois plus. Et c'est une élection vraiment beaucoup plus complexe. C'est la première fois, c'est une expérience. On va voir ce que ça va donner. Mais c'était une bonne expérience. Et comme parti politique, je suis content et je suis très fier des candidats de notre parti qui ont mouillé le maillot. Et particulièrement le ministre François Gallet dans le Vaud. C'est un monsieur d'un certain âge, très expérimenté, ingénieur qui est formé en Allemagne, ancien DG de la CET, ancien ministre, adjoint au maire. C'est un homme de grande expérience qui, malgré l'âge, a battu campagne et a montré plus de dynamisme et d'énergie que beaucoup de jeunes. Et pour ne citer que lui, hein, pour ne pas parler de l'honorable Aomé Zounou qui a fait pareil dans le Golfe ou l'honorable Adjoyi dans l'AV. Bon, je ne veux pas tous les citer, mais ils se sont battus. Je veux leur dire ce soir qu'en cette fin de campagne, je suis très fier d'eux. Je suis fier du travail qu'ils ont abattu. Et maintenant, la balle est dans le camp des grands électeurs. Nous espérons qu'ils sauront respecter les consignes de leur parti tout en gardant la patrie avant les partis. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis.
Le grand invité de la rencontre de ce matin, c'est donc le président national du parti UFC, Gilles Christ. Oui, bon, il n'a pas participé directement au meeting compte tenu du fait que, je viens de déjeuner justement avec lui, mais il est arrivé et on a ses encouragements, mais il se tient un peu plus loin de la politique. Depuis un bon moment, comment se porte le président national de votre parti? Il va très bien, comme je vous disais, on vient de déjeuner juste avant cette émission, il va très bien. Il est un peu plus éloigné de la politique, mais il suit tous les dossiers. Il est encore président du parti. On lui rend compte fidèlement. Et je pense qu'on a son soutien moral. Et à son âge, on ne va pas lui en demander plus. Donc, il va très bien. Il joue le rôle qu'il doit jouer. Et il est entre Lomé, Accra et Paris. Et ça va, il va très bien. Les élections sénatoriales, je le disais tantôt, concernent essentiellement les grands électeurs. Et avec vous avez moins de 50 conseillers quand même municipaux. Est-ce que ça constitue pour vous un défi? Non, ce n'est pas du tout un handicap. Puisque ce que j'essaie de vous expliquer, à défaut d'être majoritaire, nous comptons sur le poids des idées que nous amenons. Vous savez, en 2018, nous n'étions pas très nombreux. Nous n'étions que 7 députés. Nous avons dit qu'il faut augmenter le SMIC, qui était à 35 000. Les gens nous ont rionné. Tout de même à 52 000. Oui, parce qu'il y a un travail de plaidoyer. Avoir des réformes en ce sens. Un parti politique, c'est le plaidoyer. C'est-à-dire que, on a la conception que les partis politiques veulent tout le temps le pouvoir et c'est ce qui amène beaucoup de clivages. Il y a certains partis politiques qui sont là avant de vouloir le pouvoir pour animer la scène politique, être porteurs d'idées. Ce sont des forces de proposition et d'élaboration qui amènent des idées. Et le plus important pour nous, compte tenu de notre situation, c'est que le pays progresse. C'est-à-dire que je sais très bien que l'adversaire que j'ai en face de moi est beaucoup plus fort. Si au moins il peut écouter l'idée que j'ai et que j'ai suffisamment de votes pour pouvoir avoir quelques députés, quelques sénateurs, quelques conseillers municipaux qui vont porter mes idées de façon à ce qu'ils les entendent, qu'ils puissent les apprécier, les évaluer, voir si c'est pertinent et que s'il les met en œuvre. S'il les met en œuvre, le résultat est le même. Que ce soit lui ou que ce soit nous, c'est le pays qui en bénéficie. Justement, parlant d'idées, Honorable Alipuy, l'Union des forces du changement se lance dans une course avec un engagement en faveur de la pluralité politique et du renforcement de la démocratie. Qu'entendez-vous par là, précisément? L'UFC, c'est le parti de la Blodé. Je vous en parlais tout à l'heure. La Blodé veut dire liberté. Alors, généralement, compte tenu de notre histoire, quand on dit Blodé, ça ramène à la période pré-indépendance, post-indépendance, où on se battait pour nous affranchir des colons. 65 ans plus tard, que veut dire la Blodé? Pourquoi nous continuons à dire Blodé? Pourquoi nous sommes sur la scène politique? Pourquoi nous réclamons de la Blodé? L'ambition du président, père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, était de faire du Togo l'or de l'humanité. En son temps, avec Ablodé, ils ont pu obtenir l'indépendance. 65 ans pour nous, Ablodé qui veut dire liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Ablodé, pour nous, la liberté, il faut que vous puissiez avoir de bons soins de santé. Si vous n'avez pas de bons soins de santé, vous n'êtes pas libre. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Si le pays dans lequel vous êtes n'est pas propre, vous n'êtes pas libre. Si vous n'avez pas un emploi, vous n'êtes pas libre. Si vous n'avez pas une éducation digne de ce nom, vous n'êtes pas libre. Si vous n'avez pas de l'eau, vous n'êtes pas libre. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'êtes pas libre. Donc 4 E, 3 S. Eau, électricité, éducation, emploi. Et 3 S, santé, sécurité, salubrité. Si vous n'avez pas ces choses, vous n'êtes pas libre. La liberté aujourd'hui, c'est une question de développement. Si vous n'avez pas les moyens de vivre dans un pays qui est en paix, un pays dans lequel vos libertés fondamentales sont respectées, un pays dans lequel vous pouvez prospérer, vous n'êtes pas libre. Et le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour qu'on puisse dire je suis président, je suis ministre, je suis ceci, je suis cela. C'est pour que le plus grand nombre des Togolais aient accès à ces services-là partout, de Saint-Cassé à Lomé, avec des standards à peu près égaux, qu'on ait l'Internet un peu partout, qu'on ait tous ces services-là un peu partout, et que le Togolais se sente bien dans sa peau, qu'il se sente libre, qu'il n'ait pas envie de s'expatrier. Et c'est ça la Blodé pour nous aujourd'hui, c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Donc si nous sommes majoritaires, tant mieux. Si nous ne le sommes pas, qu'on soit au moins présent pour que nos idées puissent être entendues, évaluées, et puissent impacter les processus qui sont en cours. Donc quand je dis Ablodé, moi je ne me réfère pas à l'ancien. Vous disiez tantôt que l'Ablodé, le concept Ablodé a évolué avec le temps. Voilà. En 2025, Ablodé, quel est le sens nouveau donné à Ablodé en 2025? C'est toujours le même mot. C'est la liberté. Mais la liberté a changé maintenant.
En 60, nous étions 1,8 million. Nous sommes 8 millions. Quelle forme justement de liberté voulez-vous pour les Togolais? Les libertés fondamentales. La liberté de s'exprimer comme je l'exerce en ce moment. La liberté d'entreprendre et de prospérer sans qu'on ne me tombe dessus pour ratiboiser toute la plus-value que j'ai créée. La liberté de nous mettre en groupe pour défendre des idées. Donc, nous continuons à défendre la liberté, mais c'est plus une liberté économique qu'une liberté politique. Il n'y a plus de colons. Les colons sont partis. Nous sommes entre nous maintenant. Il faut juste qu'on s'entende sur où on veut orienter le pays, mais qu'on l'oriente de façon à ce que vous soyez libre. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas libre. Vous êtes alité, il faut l'argent pour les médicaments, vous n'êtes pas libre. Nous voulons que le Togolais soit bien dans sa peau, qu'il soit bien dans ce pays et qu'il puisse s'exprimer librement. C'est le cas, mais on peut faire plus et mieux. Cap sur l'émergence, c'est le projet de société 2024-2030 de l'IFC. Parmi les 10 mesures prioritaires du parti figurent les réformes politiques, économiques et sociales. Dites-nous, qu'est devenu aujourd'hui l'accord politique de 2010? Bon, il faut qu'on soit honnête. Cet accord a vécu. C'est-à-dire que on me pose la question régulièrement. Je dis cet accord a vécu. Il a laissé la place maintenant à une relation de confiance, une relation de collaboration, une relation de travail et une certaine complicité sur les questions d'intérêt national. Vous voyez que nous allons à ces élections sénatoriales, nous ne sommes pas présents dans 39 circonscriptions. Comment voyez-vous cette relation évoluer avec la 5e République? Non, les relations sont bonnes avec le parti au pouvoir, comme elles sont bonnes avec tous les partis d'opposition. Notre politique, la pierre angulaire de notre politique, c'est le dialogue. Qui que vous soyez, quand vous venez, nous vous écoutons, nous discutons avec vous et nous pesons l'idée que vous amenez. Si l'idée est bonne, on suit l'idée. Donc nous ne participons pas à un match où il s'agit forcément d'être du pouvoir ou de l'opposition. Moi, mon équipe, c'est le Togo. Est ouvert pour d'autres alliances? Oui, non. Si c'est avec le parti au pouvoir, comme nous sommes en train de discuter, ou avec l'opposition, nous discutons, nous devons faire des alliances qui arrangent le Togo. Vous voyez, je vais vous donner un exemple peut-être qui n'est pas le meilleur. Je crois que c'est dans la Bina. Vous avez un candidat qui est, je crois, le ministre Kujolu Dogo. Voilà, des gens qui ont été ministres pendant longtemps. Ils ont une connaissance intime. Vous misez beaucoup sur l'espérance, à vous entendre. Oui, c'est-à-dire que c'est 2 chambres. Il y a une chambre qui est ouverte à tout le monde. Le peuple vote pour les gens directement. C'est l'Assemblée nationale. Vous pouvez y avoir des chiens, des chats, tout ce que vous voulez, vous les mettez là-bas. Quand ils ont fini de faire leur travail, il y a une 2e chambre qui est pour les professionnels. Les gens qui ont une certaine expérience. Parce que l'expérience, c'est important. Qu'il y ait une certaine expérience, qu'il y ait une certaine pratique de ce qu'est l'administration, de ce qu'est la gestion d'un gouvernement, de ce qu'est un État, qui relise les lois. Donc c'est comme on relit, on fait une relecture et on valide avant de le mettre en place. Et c'est ça le Sénat aussi un peu. C'est pourquoi on a quelque chose de bicaméral. C'est pas pour les opposer les uns aux autres, c'est pour faire un travail complémentaire. Mais faire appel aux expériences passées, est-ce que c'est toujours adaptable avec les conditions nouvelles? Oui, vous avez un mélange. D'une part, vous avez des jeunes qui sont dynamiques, qui sont bien formés, qui veulent prendre des risques. Et ils sont plus enclins à prendre des risques. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont l'expérience, qui eux ont déjà pris des risques. Mais d'après votre expérience, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Justement à une jeunesse politique de prendre les rênes de façon indépendante. Bon, je pense qu'on a mis l'âge pour aller au Sénat à 35 ans. Donc les jeunes aussi peuvent aller au Sénat, ce n'est pas interdit. Mais quand on voit les candidats qui sont alignés, il y a un certain besoin de maturité, mais ce n'est pas une religion en soi. Personnellement, si nous étions majoritaires, et que nous avions fait les réformes, je n'aurais pas mis de limite d'âge pour ni le Sénat ni l'Assemblée. Si tu peux voter, tu peux aller à l'une des 2 chambres, puisque tu représentes les gens. Tu n'es pas là pour toi-même, tu es là pour porter la voix des gens. Mais nous sommes dans un contexte où nous sommes minoritaires. Et il faut respecter les privilèges de la majorité et les options qu'elle choisit. Et c'est ce que nous faisons. Nous jouons le jeu parce que nous voulons voir le pays avancer. Nous ne voulons pas qu'à cause de querelles politiciennes, on se retrouve ici en 2030 avec encore des coupures d'électricité ou de l'eau qui manque dans certains. Nous voulons laisser nous voulons qu'il y ait une certaine stabilité qui laisse la latitude au président de la République, chef de l'État, de mener sa politique librement pour que les objectifs qui se sont fixés soient atteints. Donc vous êtes vice-président de l'Union des forces du changement, oui. UFC, mais comment justement voyez-vous l'avenir de votre parti pour la prochaine décennie?
Notre parti est en train de se réorganiser. Nous avons été à un congrès... Un parti sur le terrain déjà depuis plus de 30 ans, on va dire. Oui. Il y a plusieurs transitions qui ont cours au sein de l'UFC en ce moment. Je ne vais pas toutes les citer. Mais d'une part, vous avez une transition générationnelle. Vous avez le président national qui a 88 ans. Il est encore là et nous souhaitons qu'il soit là encore au plus longtemps possible. Il y a des jeunes qui montent. Il a quasiment le double de mon âge. Je suis le numéro 2 du parti. Donc, c'est un mélange d'expérience et de jeunesse et de dynamisme. Donc, tout le bureau est comme ça. Nous avons des gens d'un certain âge et nous avons des jeunes. Donc, il y a la transition générationnelle qui se fait, d'une part. Il y a une autre transition qui se fait. Nous sommes en train de passer d'un parti qui tourne autour d'un personnage à un parti qui tourne autour d'une idéologie et d'un projet de société. Vous noterez que je vous parle beaucoup du projet de société. Parce que c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous unit. C'est autour de ça que ça doit passer. Ça ne doit pas être un rassemblement autour d'une personnalité. Et il est là indéfiniment, il vieillit et quand il meurt, le parti est fini. Ça a longtemps été en sujet de bataille de l'UFC. Et comment la question est abordée au sein même du parti alors? Moi, je ne suis pas tellement dans cette discussion-là. Je me contente de faire mon travail. Je sais qu'il y a de bons cadres au sein du parti. Des gens expérimentés qui ont fait le gouvernement ou qui font le gouvernement, des gens qui sont expérimentés, qui peuvent prendre la relève au pied levé aujourd'hui, en cas de vacances. Mais de vous à moi, bon, c'est un sujet qui me met un peu mal à l'aise par pudeur, par décence pour mon patron. Tant qu'il est vivant et qu'il est à la barre, on n'aborde pas la question de la succession. Mais il y a des candidats valides, il y a plein de candidats valables qui sont là et qui, le moment venu, peuvent jouer ce rôle-là. Nous sommes en 2025, au mois de février. Quels sont justement les grands projets de l'UFC pour cette année? Un congrès en vue? Bien sûr, nous avons réussi à assainir les finances du parti. Nous avons entièrement désendetté. L'Union des forces de changement n'a pas une seule dette à l'heure où je vous parle. Et pour cela, il faut féliciter l'honorable Gaëtan Aoumezounou, notre trésorier général, qui a fait un travail formidable. On a travaillé ensemble. On n'a pas de dette. Nous sommes en train de travailler sur la communalisation du parti. Nous avons 57 fédérations en ce moment et à l'instar de d'autres partis, comme je crois UNIR ou l'ANC, nous souhaitons avoir 117 fédérations. Comme ça, c'est la communalisation. Et je crois que le secrétaire général, M. Édouard Minsan, et le ministre Gallet, dont je vous parlais tout à l'heure, travaillent sur cela. Et nous allons essayer de faire ça d'ici cet été avant les élections municipales. Donc ce sont les projets sur lesquels nous travaillons. Nous continuons d'institutionnaliser le parti. Nous voulons vraiment que le parti arrête de tourner autour de personnes, qui tournent autour d'une idéologie et de process qui sont en place pour que quel qu'en soit celui qui est aux commandes, il a une feuille de route, un cahier de charges qu'il exécute et bon, nous sommes interchangeables. Je suis vice-président aujourd'hui, demain je peux être conseiller, demain je peux faire autre chose, ou même prendre ma retraite. Réaffirmer ce rôle de force politique, est-ce que l'UFC a toujours cette ambition? Oui, nous y travaillons quotidiennement. On a créé ce parti parce qu'on veut un changement dans le pays. Bon, maintenant le changement, on peut conduire le processus de changement si on a le pouvoir. Si on ne l'a pas, on peut continuer à pousser nos idées et à essayer de convaincre ceux qui ont le pouvoir d'appliquer certaines de nos idées pour que ce changement bénéficie aux populations. Je reviens sur l'exemple du SMIC. Le SMIC est à 52 000 aujourd'hui. Est-ce qu'on avait besoin de renverser le régime qui est là pour augmenter le SMIC? Non. On fait un travail de plaidoyer, ils ont compris. Après, il y a un dialogue entre le patronat et les autres. Ils s'entendent, ils ont vu que c'est une bonne idée, ils l'ont fait. Tout le monde y a droit maintenant. Nous, on est contents, on n'a pas besoin de fanfaronner ou d'avoir un drapeau pour dire que c'est nous. C'est bon pour le pays. Vous avez donc présenté, quand je dis vous, le parti UFC, présenté une liste de 6 candidats pour les élections sénatoriales donc, qui auront lieu le 15 février prochain. Puisque nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne pour les sénatoriales, quel est votre dernier message, si je peux le dire, à l'endroit donc, de votre message de soutien à l'endroit de vos candidats? En ce dernier jour de campagne électorale, je tiens à féliciter tous les candidats de notre parti pour le travail abattu. Ils ont fait un travail dont nous sommes fiers, dont le parti est fier, dont le président Gilchrist Olympio est fier. Bon, maintenant aux grands électeurs, en ce dernier jour de campagne, je vous appelle à la responsabilité. Mettez le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Respectez les consignes de vote que les états-majors de vos partis vous donnent, mais gardez en tête qu'il faut tenir aussi compte des compétences, de l'expérience des candidats pour élire des gens qui vont vous être utiles au Sénat, pour élire des gens qui vont être utiles au Togo, au Sénat.
et non juste des gens qui vont arriver au Sénat et qui vont mener une politique partisane. La patrie avant les partis. Obtenir une voix plus forte au Sénat, c'est cela l'objectif du parti? Non, nous ne sommes plus vraiment dans les histoires de force, plus fort. Nous voulons que les forces constructives occupent un peu plus d'espace sur l'échiquier politique. Et c'est pour ça que nous voulons des voix plus constructives au Sénat, pour que le Sénat soit quelque chose de plus inclusif et de plus représentatif de la diversité qui caractérise notre Sénat. Un Sénat qui nous ressemble, un Sénat qui nous rassemble pour faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Le plus important, c'est que les institutions du régime parlementaire se mettent en place rapidement pour jouer leur rôle, qui est de soutenir la démocratie dans ce pays et de participer au processus de développement pour qu'à l'horizon 2030, la pauvreté ait significativement reculé et que le Togo puisse commencer à être l'or de l'humanité. Les élections sénatoriales vont donc permettre d'asseoir toutes les institutions de la Ve République. Après donc ces élections, quelle est la prochaine étape pour l'UFC? Alors, nous sommes en train de nous institutionnaliser, nous sommes en train de préparer les élections municipales. Nous allons commencer à nous projeter pour l'horizon 2030, pour les prochaines élections législatives. Et en attendant, chaque fois que le président de la République, chef de l'État, qui est au-dessus des partis politiques, aura besoin des compétences de notre parti, nous participerons, nous accompagnerons et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour faire avancer le pays, tout en préparant à l'interne, en revoyant ce qui n'a pas marché, en préparant nos politiques, pour que lorsque le jour du marché reviendra dans 6 ans, on ait un programme qui réponde aux besoins qui ne sont pas encore satisfaits des Togolais. Justement, et d'ici là, très rapidement, quels seront les chantiers prioritaires de l'UFC? La communalisation, d'une part, et nous restons sur la thématique des 4 E, 3 S dont je vous ai parlé un peu plus tôt: eau, électricité, emploi, éducation, santé, sécurité, salubrité. Et nous avons une grille d'analyse qui nous permet de mettre nos priorités, qui sont les 5 D, à savoir les questions de défense, les questions de démocratie, les questions de développement, les questions de décentralisation et les questions liées à la diaspora et tout ce qui touche à la diplomatie. Nous allons continuer à analyser les politiques que mène le gouvernement, faire un travail d'opposition classique, responsable et constructive et proposer des alternatives aux politiques publiques. Ça peut inspirer le gouvernement, même s'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas peut-être toutes les idées. Une idée peut venir de nous qui peut leur plaire. Ou à un moment donné, des idées que nous sommes en train de pousser peuvent plaire à un moment donné à une majorité de Togolais qui, à ce moment-là, porteront leur choix sur nous. Et on verra ce que ça donnera dans 5 ans, 10 ans. Bon, nous ne sommes pas pressés. La seule chose pour laquelle nous sommes pressés, c'est de voir le pays sortir de la pauvreté. C'est de voir le Togo être un pays en paix, un pays libre, un pays prospère. La mobilisation de ressources, c'est très souvent cette difficulté ou un défi à relever par les partis politiques ou mouvements. Et comment l'UFC s'en sort? C'est difficile. Comme je vous ai dit, cette élection, je ne sais pas s'il faut vous dire que ces élections nous ont coûté les yeux de la tête ou nous a coûté un bras. Elle nous a coûté extrêmement cher. Il n'y a pas eu de financement public. Dans tous les cas, elle nous a coûté quelque chose. Nous sommes lessivés. Mais c'est aussi ça. Nous sommes engagés parce que nous sommes convaincus. Nous ne sommes pas engagés par rapport à qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas. Mais je pense qu'après cette élection, sereinement, nous allons nous rasseoir avec le gouvernement. Même a posteriori, il peut faire quelque chose. Nous allons nous asseoir pour leur dire que, bon, parallélisme des formes. Le Togo a 2 chambres, un parlement bicaméral. Si on finance les élections législatives, il faut aussi financer les sénatoriales, même si c'est a posteriori. Donc, mais ce n'est pas tellement leur responsabilité. Éventuellement, les Togolais doivent apprendre à cotiser. Il y a un travail de changement de mentalité qui doit se faire dans le pays. Si on veut que notre pays soit beau, grand et fort, nous devons nous-mêmes nous impliquer en temps, énergie, argent. Vous savez, pour avoir des résultats, c'est le temps et l'énergie que vous consacrez au sujet donné qui vous permet d'avoir des résultats. Donc, si nous arrivons à changer nos mentalités, je vous assure qu'il ne nous reste que 5 ans. Mais en 5 ans, ce pays peut être émergent. Nous rassemblons toutes les conditions. Le seul frein, c'est les mentalités. L'amour du prochain, travailler ensemble, la collaboration, arrêter de se segmenter en moi je suis de tel parti, tu n'es pas de mon parti donc je ne te parle pas. Tout ça là, ça doit passer derrière. On a un chef de l'État qui est ouvert, qui a une vision pour ce pays,
qui est au-dessus des partis politiques. Que les partis politiques se chamaillent, c'est bien, mais une fois qu'on a fini les élections, il faut pouvoir se regrouper et permettre à cette vision de s'implémenter pour faire avancer le pays. À travers les débats d'idées ouverts. On débat, on s'oppose dans le débat, on trouve un consensus. S'il n'y a pas de consensus, une majorité se dégage. Une fois qu'une majorité s'est clairement dégagée, on se retrouve et comme un seul homme, on travaille dans la même direction pour faire avancer le pays. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que nous sommes en politique. Et nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Aurez-vous un dernier message? La patrie avant les partis. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. En cette fin de campagne, j'invite les grands électeurs à respecter les consignes des états-majors de leurs partis politiques et à mettre le Togo d'abord, la patrie avant les partis, et à faire le bon choix. Là où les alliances politiques auront déterminé que le candidat de l'UFC est mieux placé pour être élu, je vous invite à voter massivement pour lui. Le Sénat, il y va de la qualité du Sénat que nous aurons, qui est la première institution pour laquelle il y aura un vote dans la Ve République. Donc faisons ensemble, faisons en sorte que cette institution nous rassemble pour permettre au Togo d'être un pays émergent à l'horizon 2030. Je vous remercie. Puis deuxième vice-président de l'UFC Union des Forces du Changement. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité sur New One Effort. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.